Bonjour, je me présente Jérôme Courget. Donc, je suis champenois, j'ai grandi en Champagne, mes parents sont viticulteurs et paysans, agriculteurs, sur le secteur de Toxières-Mutry, Bouzy, Louvois, la petite montagne de Reims. J'ai travaillé dans plusieurs domaines viticoles en Champagne et là je suis actuellement responsable vignoble du domaine de la Malmaison à Verneuil. C'est une structure qui appartient au groupe Lançon BCC. Alors je suis donc le président, il faut un président, de l'association Arbres et Paysages en Champagne qui a été créée cette année. Je vais passer un petit peu les slides. Voilà la présentation. Donc, comment est née cette association? Alors, on travaille toujours avec une personne que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Timothy Bolander. C'est un consultant en biologie des sols. Il est arrivé en France après un périple de plus de 30 ans aux États-Unis, en Californie, en tant que consultant pour l'État californien, notamment pour la stabilisation des talus autoroutiers et de régénération en tête d'un système de sol, de fertilité des sols. Il est venu en Champagne à la fin des années 2000, 2010, je pense, et je l'ai rencontré chez Claude et Lydia Bourguignon pour justement évoquer un petit peu tout ce qu'étaient les sols vivants. On a sympathisé et puis on a commencé à travailler un petit peu ensemble sur des projets très particuliers, notamment sur la biologie des sols, tout ce qui était microbiologique plus particulièrement. On s'est associé avec une dizaine de vignerons qui le suivaient à travers la Champagne et on se retrouvait 1 à 2 fois par an donc, au sein de la cellule Maison Burtin, de la maison de Champagne Maison Burtin, pendant quelques années. Donc la problématique, c'était comment refaire vivre un petit peu tous nos sols, entre guillemets, avec les deux problématiques, c'est l'arrêt des herbicides et le début du travail du sol. En fait, l'un et l'autre, pour la plupart d'entre nous, ne nous correspondaient pas, du moins pas tout à fait. Donc pendant 5-6 ans, on a cherché, découvert, regardé et invité à arriver un moment, donc en 2017-2018, les vidéos de Vers de Terre Production, Konrad Schreiber, Alain Canet et d'autres personnes. Donc c'était un petit peu un genre pas de révolution, mais de prise de conscience, de compréhension. On a réussi un petit peu à articuler toutes nos chaînes manquantes par justement l'expérience de plusieurs paysans, parce que Konrad suit plusieurs paysans à travers la France, de par son parcours, il vous l'a suffisamment expliqué. Alain Canet, pareil, également, un gros forestier qui suit de nombreuses fermes. Et pendant plus de 30 ans, en fait, ces paysans ont remonté des informations qui étaient assez flagrantes sur la compréhension des sols, la fertilité et la microbiologie. Donc leurs erreurs ont permis de gagner énormément de temps. Et quand les vidéos ont été mises en ligne, je peux vous dire que vous comprenez très vite les erreurs à ne pas reproduire. Donc ça, c'était une grande force. On les a rencontrés, ils ont fait une petite conférence à Bouzy, à la salle des fêtes, en février 2018. Donc on était dans ce petit groupe, une dizaine de vignerons, qui est monté à 15-20 vignerons jusqu'en fin 2017. Et 2018, à la salle des fêtes de Bouzy, sur bouche à oreille, les sols vivants, la fertilité, Konrad, Alain Canet et d'autres personnes intervenantes, on est passé à 80 personnes. À l'issue de cette réunion, on nous a demandé, donc le petit groupe, de faire plusieurs formations en invitant Konrad Schreiber, Alain Canet, Dominique Mention, Marceau Bourdarias, etc., pour suivre des formations sur l'agroécologie. Et depuis cette période-là, en fait, depuis 2018, les formations se sont faites et le sujet de la création de l'association est né, en fait. Voilà, c'est de là que tout est parti. Pour mettre en action les formations qui ont été soulevées. Donc du coup, en 2019, l'association Arbres et Paysages est née. Elle prend un petit peu son inspiration sur Arbres et Paysages 32, dans le Gers, qui est menée par la cellule de Alain Canet. Voilà un petit peu là les... Alors quel est le rôle de l'association? Bien sûr, elle est dans cette forme, comme je suis en train de vous le faire, elle sensibilise, elle transmet des informations, mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'elle fait toujours partie d'un mouvement accompagné par plusieurs viticulteurs qui veulent agir et mettre en pratique plusieurs actions dans ce sens, notamment dans l'arrêt
des herbicides, ou du moins dans la réduction de ces herbicides-là, mais surtout dans une autre alternative que le travail du sol. Donc on a aujourd'hui un petit recul de 2 ans, donc 3 ans sur la compréhension, le fonctionnement de ce que nous dit Conrad Alain Canet, et depuis 2 ans sur la mise en pratique de ce que l'on nous a appris. Donc voilà, les membres qui constituent l'association. Alors bon, Jérôme Courget, je ne suis pas spécialement non plus voué à perdurer dans ce sens, mais il en faut un donc, pour démarrer. Trésorier Benoît Déhu, un vigneron à Fossois, qui est également bien impliqué dans cette approche. Il n'est pas là aujourd'hui, hein, il est parti en Asie. Secrétaire, Sébastien Manteau, que j'ai vu, qui est ici, là, il a levé la main. Donc il a aussi une double casquette. Il est fondateur de sa société Alternativity, qui développe les techniques agroécologiques alternatives, et notamment au travers de la biodiversité. On a d'autres personnes qui sont peut-être dans la salle, je ne les ai pas vues, hein, des secrétaires suppléants. Fabien Pirat, qui travaille au Champagne Philippe Lancelot Vaner à Cramant, en tant que responsable d'exploitation. Michel Beauchamp, également, je ne sais pas si ils sont là, avec son fils Jules, un vigneron à Janvry, très actif hein, également dans cette association, et je pense aussi un très bel ambassadeur. Et on a aussi quelqu'un qui n'est pas ici, qui pourrait faire partie, selon des subventions et l'état économique de l'association, qui s'appelle Delphine Rousseau, qui est une spécialiste de l'arbre urbain et qui habite en Bourgogne, à Époisse. Voilà, vous pouvez aussi nous suivre sur la page Facebook qui est uniquement animée par Sébastien Manteau, et puis l'adresse postale et moi-même pour tout contact. Je mettrai une diapositive à la fin si vous avez des questions pour prendre toutes ces informations. Alors, avant tout, l'association est partie sur des principes fondamentaux qui ont été évoqués précédemment, mais je voulais vous les remettre vraiment dans la tête pour enfoncer le clou. C'est que pour obtenir donc un sol fertile, il y a des règles de fonctionnement du vivant qui passent par des inconditionnels. Et on a beau trouver d'autres alternatives, elles peuvent fonctionner, mais elles ne sont pas satisfaisantes. Alors pour celle-ci, la principale, celle qui est vraiment fondamentale à mon sens, c'est un sol doit être toujours couvert toute l'année. Alors j'ai insisté, totale, permanente, et même 365 jours par an, pour ceux qui ne comprennent pas la permanence. La porosité est un élément aussi extrêmement fondateur dans l'évolution. Hein. Plus il y a d'eau et d'air qui pénètrent, plus la biologie s'installe. Donc c'est de respecter ce sol dans sa porosité, donc d'éviter de compacter ou même de fuir la compaction. Le travail du sol également, qui doit être, j'allais dire, arrêté, réduit fortement, et d'optimiser la biodiversité, donc de diversifier autant que possible les cultures en place dans notre parcellaire. Hein, ça peut être par des plants de compagne, par des arbres, on parle aussi demain d'une cohabitation possible entre la vigne étroite et la vigne semi-large, haute, donc on pourrait améliorer cette diversité dans ce sens. L'auto-alimentation, hein, comme on l'a très bien dit, plus le sol consomme de carbone, plus il produit d'azote. Et l'intérêt, dans ce sens, c'est de produire ce carbone à l'intérieur de notre parcelle. Donc un gros challenge aujourd'hui pour pouvoir produire cet objectif de carbone dans la parcelle. Et puis, bien entendu, selon l'évolution dans laquelle nous nous situons, de pouvoir tenir compte des flux entrants et des flux sortants. Hein. C'est un équilibre qui doit au moins être non plus hémorragique, mais plutôt reconstitutif de notre sol. Alors, on va passer aux choses sérieuses. Hein. On a fait des essais issus du programme couverts végétaux agroforestiers que je viens de nommer ici, dans ce sens, avec un couvert très particulier qui s'installe en fin d'année, avant ou après les vendanges, et qui dure toute l'année jusqu'au printemps. Et au printemps, on le couche. Très spécifique, il produit beaucoup de matière organique. Alors, ce sont des variétés de semences qui ont été sélectionnées. On est allé à la pêche aux informations et on a rencontré, grâce au réseau, Jean-Luc Forler, qui nous a identifié, en fonction de notre cahier des charges, ces variétés que je suis en train de vous lister sous les yeux. Donc ça n'a pas été très simple à trouver, mais en plus Jean-Luc est un homme extrêmement pris, donc
au moins 5 ou 6 rendez-vous d'annulés, et puis la période de semis qui arrivait, la commande des semences, etc. Et puis le protocole à mettre en place et les viticulteurs à choisir. Alors on a choisi le seigle d'hiver variété Elego, donc la plupart d'entre nous sommes en culture biologique, donc il fallait trouver des espèces à défaut bio. On les a donc mis à 40 kg hectare, on aura pu les mettre entre 30 et 50 kg, et selon le cahier des charges, pour le sol champenois, le pH, les orientations, la vigne, la concurrence, etc. 40 kg était pour lui la plus belle, la réponse la plus appropriée. On a ajouté également une bête de compétition pour la production d'azote, la févrole. Alors c'est une févrole bien spécifique, il y en existe de nombreuses variétés. Alors elle se définit comme une espèce non pas pure févrole d'hiver, mais pas non plus de printemps. Elle se situe presque au milieu, un peu plus vers l'hiver. Donc j'ai voulu l'identifier quand même comme une févrole d'hiver. Alors variété espresso, non traitée, et qui peut produire jusqu'à plus de 30 unités d'azote, selon Jean-Luc. On a également associé une autre légumineuse qui s'appelle le trèfle raboteux, son nom latin, le trèfle squarosum. Alors c'est un trèfle, le seigle, la févrole et le trèfle sont des plantes annuelles, et le trèfle raboteux, il peut prendre l'ascendance, et des fois la févrole poussait un peu plus rapidement, et gelait en hiver. C'est un trèfle qui pousse, selon les cas, jusqu'à 1,40 m, 1,50 m de hauteur. Et puis le trèfle blanc nain, Rivendell, qui permet donc à des faibles concentrations, 2 kg hectare, de pouvoir couvrir le sol sporadiquement après le roulage de ses précédentes semences. Donc ça représente un peu plus de 120 kg par hectare, pour un prix moyen d'environ 200 kg. Et vu qu'on sème dans le rang, on diminue par 2 la surface, donc on arrive à 60 kg de semis à l'hectare, pour environ une centaine d'euros à l'hectare au niveau du tarif. Alors ceux qui ne connaissent pas, j'ai pris de façon isolée des photos de seigle. C'est une graine, une céréale, forme ovoïde, qui pousse très haut. En plein champ, elle peut aller jusqu'à, selon les espèces, à plus de 2 mètres. On va dire entre 1,80 m et 2,05 m, 2,10 m. Je ne connais pas encore d'autres variétés de seigle qui pourraient pousser au-delà, mais voilà, selon les espèces. On a la févrole également, donc, qui s'apparente de cette façon-là. Donc c'est une graine qui a un diamètre relativement proche d'un centimètre, qui pousse à, pareil, 1,20 m, 1,30 m, selon les cas, des fois même beaucoup plus haut. Et puis le trèfle squarosum, donc voilà, de plus petites billes. Donc les 3 variétés ont une graine ovoïde, une toute petite bille et une moyenne bille. Donc toutes ces semences peuvent se mélanger entre elles et être disposées dans un semoir spécifique, en évitant le recalibrage par vibration ou dépôt statique des graines. La plus grosse bille est en haut et la plus petite redescend. Mais ces 3 mélanges associés dans des strémies pas trop grosses permettent de faire le semis correctement de façon très homogène. Donc tout ça, c'est de l'apprentissage. Ça n'a pas été évident au début de pouvoir sortir indemne d'une technique qui nous paraissait au préalable très simple, mais une fois sur le terrain, la mise en pratique est complètement différente. Donc l'expérimentation, les échanges, les contacts, les rencontres avec le monde paysan, l'agriculteur, nous a fait vraiment progresser dans ce sens. Alors l'essai, on a fait un essai l'année dernière auprès de 20 viticulteurs. Un seul essai parmi ces 20 viticulteurs a fonctionné, et c'est un essai qui a été fait à Pouillon, chez le viticulteur Vincent Cuillet. Il n'est pas là aujourd'hui, il s'excuse, il est aussi en train de vendre son champagne en Asie. Donc il a vraiment voulu que je communique sur cette parcelle, sans aucun problème. Donc c'est une parcelle de meunier de 50 arts sur le massif de Saint-Thierry, exposée, il ne me l'a pas dit l'exposition, enfin donc je pense que c'est exposé ouest, est, sud, les voyez. Donc on a fait une parcelle coupée en 2. Donc, dans sa parcelle, il y a un témoin de 10 arts, technique culturelle propre à son domaine, et sur l'autre parcelle, le semis agroforestier que l'on a semé le 12 septembre de l'année dernière. Le 11 septembre, juste avant le semis, il fait un petit griffage dans le rang et sous le rang pour remettre le sol à plat et à nu, c'est très important. Et on sème juste derrière avec un système de semis direct qui vient donc de la société Rollofaca, Gerbert, en Alsace, à Notalten. Vous pouvez le trouver sur le site internet. Donc c'est un outil agricole qui a dû être réadapté au milieu viticole champenois, en vigne étroite.
Donc c'était un petit bureau d'études qui a réalisé ce travail-là, et notamment la société Muison Motoculture. Le 12 septembre, je sème, 2018. Le 10 mars 2019, donc quelques mois plus tard, le seigle fait 20 cm de hauteur. Ça veut dire qu'entre le semis et le 10 mars, on a le temps de faire nos différents travaux de vigne, la taille, le liage et éventuellement le broyage. Le 26 avril, le seigle fait 1 mètre. Donc on est un petit peu plus d'un mois. Et le 6 mai, il dépasse pour certains 1,70 m. On a fait une étude aussi de rendement sur le parcellaire avec la méthode Merci que vous trouvez, donc c'est un système de calcul de la biomasse, mais le système de Conrad, 1 mètre de hauteur, je ne connais plus les moyens mnémotechniques jusqu'à la ceinture, ça fait, tu en reparleras, 5 tonnes. Voilà. Donc là, on était vraiment à une belle hauteur, et en plus on avait mesuré le système racinaire, on avait tout intégré, l'homogénéité dans cette parcelle, et on a calculé un rendement de 13 tonnes de matière organique dans ce couvert. On a couché le semis juste le lendemain donc, de ce calcul, le 7 mai. Le seigle était à épiaison. On avait vu aussi quelques étamines sorties, donc on s'était dit que c'était la fin de la fleur. Et le couchage s'est réalisé avec un rouleau faca. Donc le terme c'est rouleau faca, toujours de chez Gerbert, en Alsace. Fin mai 2019, donc c'était son premier travail sous le rang. C'est-à-dire qu'entre son semis donc, du 12 septembre et le premier travail du sol, il n'a fait aucune autre intervention. Pas d'engrais, pas de broyage. Il a coupé dans sa parcelle d'essai, les 40 arts, tous ses sarments en petits morceaux. Voilà, il a vraiment voulu jouer le jeu. Je vais vous montrer les photos. Donc voilà la parcelle en essai, le 9 avril 2019. Sur votre gauche, donc la parcelle témoin. Sur la droite, le semis agroforestier, seigle, févrole, trèfle squarosum et le trèfle nain. Le 26 avril, donc la végétation a dépassé, le semis a dépassé la vigne. On voit qu'il y a des belles grappes qui sortent dans ce meunier. Il n'y a pas de problème particulier. On a eu des premières gelées également qui se sont manifestées au préalable. Donc il n'y a pas eu de gelée liée au couvert, ni dans le voisin, ni dans celle-ci. On est quelques jours encore plus tard, le 30 avril, le seigle a recouvert totalement la parcelle. On ne voit plus ni les piquets, ni la vigne. Ce qui est vraiment très important, c'est que depuis le mi-mars jusqu'au début mai, le seigle avait une progression d'environ 20 à 30 cm par semaine de pousse. Donc c'est une variété qui est vraiment extraordinaire, qui pousse très vite dès le réchauffement et que le soleil et l'amplitude journalier s'installent. Donc là, on est le 6 mai. C'est assez particulier. En fait, on aurait pu aller jusqu'au 15-20 mai pour rouler ce couvert, sauf qu'il y a eu un petit problème générationnel entre Vincent, que vous voyez sur la photo, son père et sa grand-mère, et tous les gens qui se promenaient dans le village. Et j'en faisais partie. Il n'a pas pu retenir sa pression, qui était vraiment très, très lourde, et il a été obligé de faire un compromis entre ce qu'on pouvait lui demander de faire à rouler vraiment après les seins de glace, et la pression qui était exercée par sa grand-mère, indirectement par son père, les gens du village et Vincent. Voilà. Donc, en tout état de cause, en fait, c'était l'un des seuls résultats, et je me suis largement contenté de ce qu'il y avait, parce que c'était au-delà de toutes mes attentes, et des attentes de tout le monde d'ailleurs. Donc on aurait dû le coucher le 15 mai, mais bon, le 6 mai, il me dit « Demain, je ne tiens plus, il faut que je passe ». Donc je suis venu, on a fait venir un stagiaire, il a mesuré la biomasse produite, la méthode Merci, et le lendemain, effectivement, à la première heure, son tracteur était là. Voilà. Donc il roule, donc c'est un rouleau faca qu'il a conçu lui-même, et je vous le montrerai probablement par la suite si je me souviens bien. Donc il passe et on voit les résultats. Il ne fait qu'un seul passage, la févrole se couche, le seigle également, sans aucun problème. Donc la veille, donc on était le 7 mai, on passe, on est le 20 mai. Le 20 mai, c'est le résultat de toute sa parcelle. C'est-à-dire que la févrole, comme disait Conrad, elle a complètement disparu, elle a noirci, séché, elle s'est vraiment décomposée. Elle est encore visible si on fouille un petit peu, mais
ce qui ressort de là, c'est le seigle qui est devenu pailleux. Et cette paille, vraiment enchevêtrée, non broyée, juste roulée, nous donne cet aspect-là sur le sol. Et si on veut aller un petit peu plus loin, je n'ai pas les photos, je n'ai pas eu l'occasion de reprendre des photos, il a réussi à maintenir son couvert en place tout le mois de juin, sans avoir à avoir d'autres salissures. Donc il y a peut-être, à mon avis, cet effet allélopathique qui s'installe réellement. Vous voyez également que sous le rang, c'est toujours propre. On est quand même le 20 mai. Donc même si, dans un sens, ce couvert ne donne pas totalement satisfaction, il a au moins ce mérite d'avoir réduit des interventions mécaniques, notamment de travail du sol. La vigne continue à pousser, sans problème, et je vais vous montrer probablement les résultats également au niveau des vendanges. Donc c'est sa deuxième année en culture biologique. Première année en semi-vitiforestier plus arbre. Oui, dans sa parcelle, il fait ce couvert agroforestier, seigle, févrole, mais également il a installé, planté donc des lignes d'arbres dans sa parcelle, sans arracher de plants de vigne, mais simplement en les mettant en interpied. Donc il a 3 bandes complètes d'arbres, des arbres principalement qui sont compagnes à la vigne, notamment des érables champêtres. Le rendement, alors voilà les informations importantes. Le témoin, donc ses rendements, il a été 5% supérieur à celui du semis. Une maturation, par contre, qui était moins homogène, selon lui, et quelques grappes pourries observées. Alors que dans le semis, il avait cette perte environ de 5% par rapport au témoin, et une qualité homogène et supérieure au témoin. Et il n'avait absolument aucune pourriture, pas de grains de pourri, et une belle homogénéité. Voilà, bon ça c'est les premières observations qu'il me donne quand on s'est appelé. Donc, son impression générale, son père également, nous dit que ce sont des résultats qui sont extrêmement positifs, des idées contraires à ce qu'il s'était imaginé. Donc en fait, il y avait beaucoup de peur qui animait leurs propos et qui s'est créé des imaginations, des futurs improbables. En fait, d'avoir laissé un petit peu ce résultat se mettre en place pratiquement jusqu'au bout, lui a donné raison et lui a donné beaucoup de réponses à ces problématiques, à ces questions. Donc en fait, il veut continuer, la famille aussi, et mamie aussi. Donc voilà, tout le monde a réussi à trouver quelque chose de très cohérent dans cette approche-là. Donc c'est vraiment fondateur et fondamental. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'on empêche d'avancer parce qu'on a des hypothèses, des croyances, et des on-dit, etc. Et on n'a surtout rien du tout. Et évidemment, c'est assez courageux de se lancer dans cette aventure parce qu'on est des pionniers dans ce domaine-là. Et quand on est pionnier avec très peu d'histoire de retour, on a beaucoup d'appelés et très peu d'élus qui suivent cet engagement-là. Donc c'est quelque chose d'assez courageux. Donc je remercie toutes les personnes ici présentes et qui sont dans la salle d'avoir voulu se lancer dans cette agroforesterie de couverts végétaux. Ça nous fait vraiment tous progresser. Et on retire vraiment des informations essentielles pour avancer et surtout éviter de faire des erreurs. Donc ce couvert, entre guillemets, il a la particularité de répondre à de nombreuses attentes agroécologiques. C'est une couverture qui est quasiment permanente sur notre sol dans le rang, puisque si on veut aller jusqu'au bout, on pourrait même se dire qu'avec un paillage beaucoup plus haut, si on n'était plus à 1m70 mais 1m80, 90, on aurait un effet mulching un peu plus important. On aurait pu donc, une fois roulé, avoir 3 ou 4 cm, on serait passé de 3 à 4 cm de mulching d'épaisseur à 5 cm, soit 6 cm, et on aurait décalé par contre la dégradation de la paille dans le temps pour avoir peut-être une paille couverte encore en mulching jusqu'au 15 juillet. On arrive dans des températures peu propices aux germinations, avec du soleil, des amplitudes de température et de l'absence d'eau dans nos sols, jusque fin août, où là on pourrait recommencer de nouveau notre semis. Donc un laps de temps très court finalement pour justement avoir un sol complètement couvert toute l'année. Le système racinaire améliore directement et significativement la porosité du sol. On maintient par conséquent la vie du sol. On développe un couvert nourrissant, des exudats liés à ce seigle. On maîtrise les couverts végétaux spontanés. Réduction des entretiens du sol, je vous en ai parlé un petit peu, des herbicides et donc de ce travail du sol. On produit sur place de la matière organique. 60 kg de semences dans le rang nous a produit 13 tonnes de matière organique. Donc imaginons si on pouvait développer cette approche-là. On n'achète plus d'engrais, mais on développe une biologie qui est fonctionnelle par photosynthèse. Et on produit notre
production de matière organique sur place. Alors, j'ai bien marqué là, lutte contre les gelées printanières, j'ai vraiment volontairement mis ça en théorique. Aujourd'hui, en tout cas, ce couvert que l'on a semé n'a pas eu d'incidence négative sur les gelées. Le voisin n'a pas eu de gelée, mais ce couvert non plus. Évidemment, on pourrait imaginer ce couvert avec des points de rosée supérieurs, donc un couvert qui balaye par le haut avec ses points de rosée une humidité relative, alors que les vignes, elles, le feuillage se pousserait vraiment dans cet horizon 50-60 cm. On est à 1,70 m, donc on serait complètement protégé de cette approche-là. Reste à le valider. Donc cette année, on a réussi nos couverts, ils ont tous réussi à pousser. On a fait ça chez une vingtaine de viticulteurs. Arbres et Paysages en Champagne s'est associé avec la Chambre d'agriculture de la Marne pour monter un GI2E, GI2E Émergence. Et ce programme agroforestier a été semé grâce et en partie par Michel Beauchamp, avec un semoir à semis direct chez la plupart des viticulteurs qui participent à ce programme. Et tous nous ont renvoyé par photo sur un WhatsApp donc la réussite de leur couvert. Alors que l'année dernière, ce n'était pas du tout le cas. Sur les 20, il n'y en avait qu'un seul qui avait réussi, alors que là, aujourd'hui, les 20 ont tous réussi. On pourrait éventuellement après imaginer avec le temps une amélioration de la santé de la vigne, une augmentation de la réserve utile d'eau dans le sol par la création d'humus liée à la décomposition de la paille, stockage du carbone par la création d'humus et pas de concurrence hydrique et minérale pendant cette période-là. C'est, le disait Conrad, on est dans un cycle décalé par rapport à la vigne. Le seigle donne son épiaison au début du mois de mai, jusqu'à fin mai, alors que là, la vigne commence à rentrer en production à partir de fin mai, début juin. Elle pousse avant, mais sur des réserves de l'année précédente. Voilà quelques photos aujourd'hui de nos couverts qui ont été semés après vendange, entre le 15 et le 30 septembre. Et je n'ai pas de petit pointeur, mais la slide, dans la photo que vous avez tout à droite, c'est le Drago, c'est un chenillard enjambeur qui est installé d'un semoir, semoir de chez Gerber, Ecozen, avec des dents Burgo. Donc c'est des semoirs à dents, pas à disque. Donc, pour aller un petit peu plus loin, on travaille également avec une cellule que j'aimerais peut-être que Conrad en parle tout à l'heure. C'est une association pour une agriculture du vivant qui fédère un petit peu une culture sur l'agroécologie et qui veut avancer pour le milieu paysan, et pas que. Et donc, ils essaient de créer des itinéraires techniques et de mesurer les efficacités de cet itinéraire technique agroécologique. Et donc là, ce que vous avez sous les yeux, c'est un des programmes qu'ils mettent en avant pour créer demain des indicateurs de mesure de performance de notre itinéraire. Donc il y a le test bêche, qui est facile à faire par vous tous, l'analyse de sol qu'on peut faire par d'autres analyses, par des laboratoires, pardon. La température du sol, je vais vous la montrer, et puis le fameux Select Test, en fait, c'est des éprouvettes transparentes remplies d'eau, avec sur leur partie supérieure un petit support, et on immerge une motte de terre dedans selon la technique que l'on pratique. Voilà, donc là je parlais de la température du sol. Là c'est très parlant en fait. Les fluctuations de température selon le couvert végétal, la technique que l'on met en place ou le sol nu parlent d'elles-mêmes. Vous avez dans la photo du haut, en premier plan, 26,7 degrés qui s'affiche sur le thermomètre. Ça indique l'air ambiant. Sur un sol à côté qui est tendu, régulièrement tendu, on voit 28 degrés. Sur les sols couverts, alors il y avait à ce moment-là un sol aussi qui n'était pas en agroforestier, avec des couverts végétaux très, très verts, donc 19,7 degrés. Sur le sol qui a été couché préalablement, 18,8. Et sur un sol nu, 27,9. Voilà, ça c'est des indications très faciles que vous pourriez mesurer en vous équipant d'un petit thermomètre. Voilà. Donc là c'est thermomètre ANA, c'est spécifique avec une tige relativement solide et inoxydable. Alors on peut dire ça qu'avant un binage valait 2 arrosages, et on peut dire maintenant qu'un paillage vaut bien aussi 2 arrosages, mais avec le travail en moins et les autres avantages. Voilà le Select Test, en fait, ça c'est une photo qui est tirée de la revue TCS, Technique de culture simplifiée par Frédéric Thomas et Archambault.
Sur la gauche, on est en forme de labour, donc désherbage mécanique à la charrue, aucun couvert. La motte de terre se délie et fait du café, j'aime bien ce terme, rend l'eau opaque, donc de l'érosion, elle ne retient aucun minéraux, ça se lessive, alors qu'à droite, semis d'engrais verts et Rolofaca, donc des semis qui sont beaucoup plus pailleux, non travaillés. La motte de terre reste et se structure, reste structurée et ne transmet aucun colloïde à l'eau. Donc après, il y a des indicateurs qu'on pourrait faire sur la santé de la vigne. Hein. Je vais en passer, les indicateurs technico-économiques qui sont aussi très importants. On les prend en compte hein, dans cette évolution en pilotant, en suivant des viticulteurs. Alors voilà le matériel qui a été utilisé pour semer l'année dernière chez Vincent. Donc bon, c'est moi dessus, là, avec mon enjambeur. Et puis la semis, donc une petite semis d'une centaine de litres derrière, et qui, par gravité, alors c'est un semoir électrique avec une ventilation qui distribue avec un tube cannelé les semences animées par un petit potentiomètre électrique hein, que l'on tourne de 1 à 10. De 1 c'est le moins rapide et à 10 on distribue à fond les graines. Et puis en bas c'est des charrues avec un soc Burgo et derrière il y a un orifice qui permet d'acheminer via un tube la graine au pied donc du sillon. Et mes pneumatiques, ce sont des pneus larges à basse pression, remplacerait un rouleau qui viendrait appuyer un petit peu le semis. Donc on peut le monter sur plusieurs équipements, hein, donc des enjambeurs courants, des 3 rangs. Hein, ici c'est un 1074 de chez Bobard. Vous avez tout en bas, donc à gauche, des vieux équipements, hein, les tracteurs mécaniques, Bobard M55. Et puis au milieu en haut, c'est un Drago, donc un enjambeur chenille, qui est créé par un Alsacien, je pense. Voilà un petit peu. Donc des disques devant un petit peu gaufrés qui permettent de faire un pré-sillon, de couper, de fendre le couvert enherbé. Et derrière, la dent Burgo qui vient soulever, déplacer un tout petit peu la terre et la recouvrir derrière quand le pneumatique vient rouler par-dessus. Donc on déplace quasiment pas de terre, on ne fait plus du tout de labour, et le sol peut être ressemé sur un couvert un petit peu plus sale. Pour la destruction du couvert, donc, on attend que le couvert soit bien en place, floraison. On roule avec un système de Rolofaca. Alors, pour la viticulture, il faut vraiment que ce rouleau soit lourd, plus lourd que on peut l'imaginer. Donc celui-là, il fait 180 kg, la petite que vous voyez. Il peut être rempli avec de la grève, de l'eau ou un autre matériau. C'est vraiment aussi cette inertie, en fait, poids qui permet, et vitesse qui arrive à vraiment faire un bon travail. Hein. On a d'autres outils similaires à celui-là, mais avec des poids inférieurs, et les résultats ne sont pas les mêmes. Donc tout ça, c'est aussi très important de communiquer, d'échanger pour avoir notre retour, pour éviter que vous fassiez d'autres erreurs d'investissement et que vous soyez déçus et du coup de colporter des images un petit peu négatives de cette technique. Donc tout a du sens, mais vraiment de pouvoir échanger correctement avec l'efficacité des outils qui sont en place dans le domaine. Alors je n'ai pas du tout parlé, je ne parlerai pas de broyeur ni de tonte. Cette efficacité, nous, notre technique part sur le semis direct et le Rolofaca. On a également aussi expérimenté d'autres essais, notamment par l'application de mulch de BRF, de miscanthus, de paille et de colza. Donc le bois raméal fragmenté, c'est bien entendu donc du bois qui vient d'essence principalement feuillue, de diamètre inférieur ou égal à 7 maximum de diamètre, et principalement de houppiers ou de petits arbustes ou de broussailles. Broyés de différentes manières, donc là c'est en haut à droite, c'est par un broyeur Jampin à couteau, et puis en bas il a été produit par un broyeur à marteau. Donc les deux techniques, moi j'ai pas suffisamment de recul pour connaître l'efficacité sur champ d'un système de broyage. En tout cas les deux ont été épandus et pour nous on n'a pas vu de grosses différences, enfin pas de différence du tout. Vous avez en haut à gauche une semis complète de BRF de buis. Donc les applications ont été réalisées en fin 2017, début 2018, sur différentes modalités, 2 cm, 3 cm, 5 cm et 10 cm.
2 cm en fait, couvert végétal. L'objectif, c'était d'avoir une maîtrise sur le couvert végétal, donc aucun, jusqu'à 5 cm, entre 2 et 5 cm en vigne sur un sol nu, entre novembre, décembre et janvier. Résultat, quasiment dans l'année, avec de l'herbe qui repoussait. Sur 10 cm, pendant pratiquement 2 ans, rien qui poussait, alors que là, maintenant, c'est du liseron à foison. Donc voilà. Donc c'est très important. Je ne partirai pas dans cette approche pour vous expliquer les vertus, etc. On l'a fait, on a du recul. Pour moi, c'est peu concluant. Ça demande beaucoup d'investissement, de temps, de moyens et d'énergie pour un retour sur efficacité, à mon avis, qui est moins bien que le semi-agroforestier. Enfin, je vois beaucoup plus de facilité à œuvrer dans le génie végétal plutôt que dans cette approche du paillage. Même si le sol est extraordinaire. On met la bêche, on y va même à la main. Sur un sol à 64% d'argile, j'enfonce ma main jusqu'au poignet, sans aucun problème, quasiment toute l'année, sur 10 cm d'épaisseur. Donc ça, c'est extraordinaire. On a aussi vu un développement très important de plusieurs autres racines au collet du cep de vigne. Pour autant, on n'a pas vu de régression parasitaire au niveau du milieu, etc. Voilà donc l'équipe qui a installé le BRF dans les vignes. Donc là, on a voulu même également jouer le jeu sur un couvert déjà en place. On voit qu'ils épandent du BRF sur un sol qui devait avoir un préalable de légumineuses et puis de crucifères, donc un mélange. On l'a recouvert par-dessus, donc pour tout vous dire, quelques mois après, tout repoussait par-dessus. Et donc là, on était sur un 7-8 cm sous le rang et 2-3 cm dans le rang. Donc sous le rang et dans le rang, l'herbe est revenue quasiment aussitôt. En bas à droite, on est sur une modalité 10 cm d'épaisseur. Pendant 2 ans et demi, 3 ans, rien n'a repoussé. Seulement du trèfle en plein milieu. Voilà. Donc la légumineuse s'est réinstallée sur le BRF. Je pense que tu as dû en parler, Conrad, également, que le bois aussi ramène de la légumineuse. Donc avant d'épandre le BRF, il était sec, on l'a immergé, on l'a humidifié sur plusieurs jours pour pouvoir l'épandre et qu'il remplisse tout de suite son rôle de tampon et d'humidité au niveau du sol. Donc là, voilà une autre approche technique de mulching avec du miscanthus par un système de pompe centrifuge. Donc c'était chez Bruno Michel à Pierry, pareil en janvier 2018. Donc voilà, une technique rapide pour pouvoir épandre, j'allais dire, à 2 personnes du miscanthus sur l'ensemble de la parcelle. Donc les résultats, évidemment, étaient pour maîtriser son enherbement, donc échec total sous 2 ans. Première année, très positif, mais dès la deuxième année, compliqué. Et son épaisseur était telle qu'il avait du mal à revenir dans les vignes pour travailler son sol, vu qu'il était en bio, sans herbicide. Donc il a déplacé un problème sur quelques années pour accentuer justement ce qui fuyait 2 ans plus tard. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre là. On a également fait du paillage avec de la paille sur les photos du haut. Donc ça a bien marché. C'est la première année, ça a bien marché, mais tout de suite la deuxième année, salissure et la paille a vraiment bien fondu. Par contre, ce qui était intéressant, c'était le travail du sol. On ne fait plus. Derrière, donc l'année suivante, le sol avait une structure extrêmement fine et légère. Alors que sur les modalités à côté, le sol était beaucoup plus encore dur et moins structurant. Donc cette couleur aussi de sol était complètement différente. Tout en bas, nous avons de la menu paille de colza, qui a été, pareil, amenée en bloc complet sur des modalités comme ça. On faisait des modalités de 4 rangs ou 5 rangs, couverts paillage, et 5 rangs, pareil, non couverts. Donc on regardait un petit peu un objet sanitaire, un objet général, salissure et intérêt agronomique. Bon, tout ça pour vous dire que l'épaillage, c'est à double tranchant. Connaissant du coup maintenant la technique du semi-agroforestier, je m'orienterai vraiment beaucoup plus dans cette technique plutôt que dans le paillage. Et comme le disait Conrad, le jour où les agriculteurs comprendront que la paille devra rester dans leur champ, ça ne sera pas une solution viable économiquement ou structurellement, ou ce que vous voulez, pour l'ensemble de la Champagne. Alors il y a quelques insolites aussi que je voulais vous montrer. Bon, c'est un petit peu hors propos, mais
On a aussi également, pour combler l'enherbement sous le rang, de diversifier quelque chose d'utile. Plutôt que d'avoir à lutter contre une plante qui pousse et qui peut être envahissante, avoir une utilité d'une plante qui pousserait dans un second cycle et qui serait productive pour nous. Donc on a planté des légumes divers et variés entre chaque pied de vigne sur une modalité d'1 hectare. Et on a vu que ça pouvait aussi être très positif dans la gestion des adventices sous le rang. Par contre, je ne vous explique pas le temps de main-d'œuvre à planter ces légumes à cette période-là. Hein. C'est au mois d'avril, mai, jusqu'au début juin. Mais ceci dit, ça existe. Hein. Donc ceux qui ont une main verte et qui pourraient produire quelques... Donc là, ces plantons ont été réalisés par je le salue, c'est Fabien Dumont, c'est un maraîcher, enfin c'est même pas un maraîcher, c'est un jardinier amateur qui habite à Y. Et je suis allé le rencontrer pour lui parler de ce projet. Je lui ai dit, écoute, je cherche un jardinier qui voudrait me multiplier des plantons pour avoir un projet, j'allais dire, plutôt diversifié, nouveau et qui interpelle. Et en plus, si ça peut nourrir, ça serait encore mieux. Et je le voudrais le faire gratuitement pour montrer cette empreinte, un partenariat, un échange mutuel. Donc il m'a dit, ok, mais il t'en faut combien, 200 ou 300? Je fais non, il m'en faudrait plusieurs milliers. Oh, il m'a dit quoi? Oui, j'ai dit, bah voilà, je lui explique le projet, et puis à la fin, il me dit, bon, écoute, toi, tu es honnête, au moins, si tu me dis que tu n'auras en retour que mon remerciement et ma gratitude, tape là, donc le paysan, hein, il n'a pas craché dans sa main, mais il a dit, je démarre avec toi, ça m'a fait extrêmement chaud au cœur. Donc depuis 3 ans, Fabien nous réalise tous les plantons qui sont plantés donc, sur le domaine de la Malmaison à Verneuil. Et on obtient des fois des légumes qui sont vraiment extraordinaires. Donc cette année, c'était un petit peu compliqué. Mais la première année, en 2017, on a eu de nombreuses quantités de tomates, du basilic, des betteraves, des pommes de terre, enfin tout ce que vous voulez. C'était vraiment assez impressionnant. Des citrouilles hein, qui poussaient même jusqu'à la fin. On avait d'autres colorations dans la vigne. Bon voilà, c'était le petit côté poétique. Donc les insolites. Voilà quelques photos. Hein. On avait aussi une équipe de gens du voyage qui avaient campé juste avant les vendanges. Et ils se sont servis gracieusement. Et ils ont récolté toutes les tomates. Donc le jour où je voulais prendre des photos pour vous ici, il y avait quasiment plus de tomates vertes, rouges, et que des tomates vertes. Mais au moins, je sais que ça a profité à quelques-uns. Donc vous voyez, hein, l'intérêt, c'est... Donc là, on a des citrouilles qui poussent au milieu. Vous avez aussi, quand on voit... Donc là, les vendanges ont été faites. Les légumes continuent à pousser, qui n'ont aucune incidence totale sur la vigne, bien au contraire. Et vous voyez en haut à droite... un buisson, c'est un pied de tomate. C'est juste démesuré. C'est vraiment, quand on le laisse pousser, ce pied de tomate, hein, enfin je pense que là c'est un pied de tomate cerise, mais ça fait un micro-arbre, un arbuste, un buisson. Et il y en a plusieurs comme ça. Donc les premières gelées, on a taillé au mois de février, on n'en retrouvait plus rien du tout. C'était propre, on a pu tailler sans aucun problème. Voilà, donc là vous voyez une cohabitation raisin avec chapelet de tomates cerises. Bon, c'était juste pour le petit clin d'œil. Et on a également planté des arbres en ligne dans notre parcelle en ayant préalablement fait un projet agroforestier sous l'égide d'Alain Canet, hein, dans la cellule Arbres et Paysages 32, je vous ai évoqué précédemment. Donc tout est structuré, réfléchi, hein, les brise-vents, les lignes, les arbres choisis, et toujours avoir une comparaison avec une modalité témoin. Donc voilà, on voit quelques arbres qui poussent, donc c'est la 2e année, et ce sont des arbres racines nues qui ont été installés à 30-40 cm de hauteur l'année dernière, et ils ont tout de suite, pour la plupart, dépassé 2 mètres. Et en fait, l'objectif, c'est d'avoir des arbres beaucoup plus jeunes, 1 an, voire 2 ans maximum, pour qu'ils s'installent, qui permettent une bonne intégration dans leur milieu et pousser très rapidement plutôt que d'avoir des arbres qui ont 10 ans ou 5 ans, enfin, de privilégier plutôt des jeunes arbres. On voit tout en bas à droite, là, un pompon, c'est le résultat d'une fleur de poireau des années précédentes. On en avait planté plus de 30 000. Voilà les arbres qui cohabitent avec le légume en haut à droite, l'arbre en bas à gauche et les vendanges. Donc tout ça s'invite au vignoble. Donc vous avez aussi en Champagne hein, des gens qui ont une plus grosse expérience du semis, de plantation d'arbres. Donc là, on a des arbres qui ont une dizaine d'années. Donc là, on est en fin d'année 2018 et au printemps 2019.
Voilà. Donc, cohabitation, son sol extraordinaire, une belle homogénéité dans sa parcelle au niveau de la production, pas de concurrence. On a fait un test bêche, on a regardé également la granulométrie et les résultats dans ces vins. On est avec Alain Canet et il a simplement dit juste extraordinaire. Voilà. Et puis, dans un système agroforestier mixte, la production est là. Donc on a beaucoup de croyances, on a beaucoup à apprendre, mais surtout levons nos interdits. Pour qu'à la fin, on puisse continuer à partager, à sourire. C'est une histoire d'homme, d'aventure. Et plus on sera dans cette aventure, plus on aura de recul et plus on pourra éviter de faire fausse route. Mais c'est tous ensemble, en fait, où l'aventure est beaucoup plus amusante. Et puis on continue à sourire. Alors voilà les expressions des visages des gens et on s'est même vu inviter une toute petite personne dans les vignes pour partager nos sourires avec nous. Alors les conclusions, qu'est-ce que je voulais vous dire? En fait, voilà, c'est pour en revenir sur ces sols fertiles, couverture toujours totale et permanente, une arrêt de la compaction, donc optimiser notre porosité. On sait qu'en Champagne, dans notre milieu viticole, nous faisons de nombreux passages avec nos enjambeurs tout au long de l'année. Et ces passages pourraient être réduits d'une manière très technique, en mettant des pneumatiques plus larges avec des basses pressions, en choisissant de passer plutôt sur des sols secs plutôt que des périodes humides, et en optimisant nos pratiques, notamment dans l'une des techniques qu'on vient de vous évoquer ce jour, en arrêtant donc le travail du sol, en optimisant nos couverts végétaux dans et sous le rang. Alors aujourd'hui, la technique d'arbre et paysage est plutôt dans le rang, mais on a déjà des pistes pour développer des techniques de semis sous le rang, qui ont déjà été réalisées l'année dernière. Je n'ai pas réussi à récupérer les photos et à vous les faire parvenir, mais il y a des gens déjà qui réalisent du machinisme, qui construisent des outils qui permettent de semer très facilement sous le rang. Et les résultats ont été très bons. Alors par contre, les semences qui nous sont vendues pour ne pas dépasser les 5 cm de hauteur, c'était notre cahier des charges, eh bien, ces semences validées à 5 cm de hauteur poussent à 15-20 cm de hauteur. Donc il y a un petit décalage entre ce qui est dit et ce qui se pratique dans la réalité. Mais voilà, on est déjà dans cette approche. L'implantation de haies et d'arbres pour enrichir en humus et en champignons. L'optimisation de la biodiversité, on pourra aller même demain jusqu'à l'animal. Le pilotage, Conrad l'a super bien dit, à chaque fois, systématiquement, pilotage de la fertilisation. Ce qui nous fait défaut aussi dans cette approche, c'est que nos couverts végétaux nous font défaut parce qu'on pense que ne pas fertiliser aussi pourrait être un bon point vis-à-vis de l'agronomie, mais la fertilisation pilotée est fondamentale, et pas n'importe laquelle. Donc ça demanderait vraiment un chapitre bien particulier, et je ne sais pas si tu en fais, Conrad, mais des formations bien particulières sur la fertilisation, comment piloter sa fertilisation, à mon avis, ça aura vraiment de l'intérêt pour nous nourrir de nouveau sur des approches fondamentales de demain. Et puis, bien entendu, avec vous, c'est tout. Tout seul, c'est rien. En fait, c'est vraiment un esprit collaboratif et des pionniers, des gens moteurs, motivés, qui puissent remonter l'information, les partager et les diffuser. Donc voilà un petit peu là, les grandes lignes de ma conclusion. Bon voilà, demain, je disais bien, il n'en a pas trop parlé, mais l'arbre est demain un des piliers fondateurs vers lequel on devra tendre pour améliorer la séquestration du carbone et optimiser notre fertilisation. Donc l'agroforesterie viticole. Il ne faut pas avoir peur de le dire. On ne sait pas la maîtriser aujourd'hui, mais c'est un mot. Et derrière ce mot, il y a vraiment beaucoup de technicité, notamment l'arbre trognier, les arbres qui sont symbiotiques avec la vigne, les arbres. Il y a de multitudes de raisons de choisir cette technique plutôt que d'en avoir peur. C'est comme tout, avec mamie, le papa et Vincent. On a ces mêmes problématiques de notre côté. On est tous freinés par nos croyances, nos peurs, nos indécisions, et puis aussi, j'allais dire, et je veux vraiment le dire, nos paresseuses facilités. Donc merci pour cet échange et pour vos questions, si elles viennent avant, et pour votre attention surtout.